Alors, quelques questions de Taïwan. Alors, déjà Cédric, donc concernant le groupe d'amitié France-Taïwan, alors c'est amusant parce que je n'avais pas été informée que j'en étais membre et je l'ai trouvé grâce à vous. Donc j'ai contacté son président Jean-François Césarini et j'espère que il y aura des choses intéressantes, je n'en doute pas. Alors pour le moment, je n'ai pas du tout d'informations sur les travaux que va lancer Jean-François Césarini, qui donc dirige ce groupe d'amitié France-Taïwan. J'ai fait de la façon suivante pour les groupes d'amitié, ça va me permettre d'y répondre puisque vous êtes tous dans des pays différents. J'ai demandé beaucoup de groupes d'amitié, si ce n'est même tous. Alors on m'a fait la remarque, mais comment vas-tu faire? Je n'ai pas l'intention de participer à tous les travaux de chacun, mais l'idée, c'est que je puisse avoir des informations sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils entreprennent, sur leurs déplacements éventuels. Parfois, je pourrais me joindre à eux, parfois pas. Mais qu'au moins, quand moi-même je vais voyager dans les pays, je ne passe pas pour une nouille. Si on me dit « Ah, la semaine dernière, on a vu les parlementaires et que je ne sois pas au courant. » Voilà, donc l'idée, c'est qu'on travaille en coordination. Moi, j'ai rencontré, par exemple, la présidente du groupe d'amitié France-Inde, Céline Calvez. Voilà, nous avons échangé quelques vues sur le pays. Et puis, elle me tiendra au courant. Je la tiendrai au courant de ce que je fais, des informations que je peux avoir. Voilà, donc c'est comme ça que je vais fonctionner avec les groupes d'amitié. Alors je vois qu'il est déjà 46, donc je vais pouvoir un petit peu commencer. Bonjour Alexandre, bonjour Louis. Donc je vois que les personnes se connectent de plus en plus. Alors, j'ai déjà reçu par écrit, grâce à tous les outils modernes digitaux qu'on a, plein de questions. Alors je vais pouvoir en aborder déjà quelques-unes, mais n'hésitez pas bien entendu à me poser vos questions que je peux lire en même temps. Alors, la première question qui est beaucoup revenue, c'est une question sur la CSG-CRDS. Alors, vous dire que nous sommes en train d'y travailler tous. On ne peut pas entrer dans le détail de ce qu'on fait, encore moins des résultats, puisqu'on n'a pas encore de résultats. Pourquoi? On travaille actuellement, vous avez dû en entendre parler dans les journaux, sur le budget 2018. Il est encore en discussion en commission des finances. Ensuite, il sera... Alors, même, nous sommes encore en amont, nous avons des discussions au sein du groupe politique auquel j'appartiens. Donc, en commission des finances en même temps. Il passera à l'Assemblée entre fin octobre et début novembre pour un vote solennel le 21 novembre. Donc, je peux déjà vous dire que si résultat il y a, on les connaîtra le 21 novembre. Avant... On ne sait pas trop, ça va dépendre des discussions, des échanges. Alors nous avons, députés français de l'étranger, pris les choses en main et nous discutons directement avec le cabinet de M. Darmanin, ministre des Comptes publics, pour lui exposer nos remarques sur cette CSG-CRDS. Donc nous préparons tout un tas d'amendements, parce que pour le moment, la suppression de la CSG-CRDS en tant que telle n'était pas dans le budget 2018, donc nous devons agir par le biais d'amendements à la loi. Donc nous avons tout un tas d'amendements. Moi-même, je travaille sur un amendement particulier qui est un amendement qui bénéficierait aux retraités qui sont à l'étranger et touchent des retraites de source française. Et nous travaillons à un amendement spécifique pour eux. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. On doit attendre que les discussions avancent et voir ce que cela va donner. Donc j'ai d'autres collègues qui travaillent sur différents plafonds d'exonération, d'autres qui travaillent sur tout un tas de sujets. C'est très technique, hein, parce que la CSG en tant que telle, il y a plein d'aspects, plein d'angles pour l'attaquer, plein de revenus différents qui sont concernés. Il y a les pensions de retraite, il y a des revenus immobiliers, il y a des revenus mobiliers, il y a la situation des résidents hors Union européenne, la situation des résidents en Union européenne, la situation des Français en métropole ou en Outre-mer. Donc voilà, il y a plein de cas différents. Il faut à chaque fois respecter la loi, respecter l'esprit de la Constitution, être sûr qu'on ne sera pas retoqué par le Conseil constitutionnel. Voilà. En tout cas, sachez que la CSG-CRDS est sur la table. Et ensuite, elle va être sur la table d'une deuxième façon. Vous avez peut-être entendu le discours de... alors, je vois Bernard qui pose une question sur l'amendement porterait-il sur la décote et les réductions. Exactement, on est tout à fait en train... C'est l'un des aspects sur lesquels on travaille. C'était exactement l'un des angles d'attaque, on va dire. Ensuite, donc, M. Macron a parlé dans son discours à l'Assemblée des Français de l'étranger lundi dernier d'une mission parlementaire qu'il confierait pour qu'on étudie différents sujets. Il parlait
de la simplification administrative, de la protection sociale et de la fiscalité des Français à l'étranger. Donc là aussi, nous sommes en train, tous ensemble, de travailler sur le contenu de cette mission parlementaire. Nous sommes en train de faire des propositions à l'Élysée et nous verrons dans les semaines à venir comment ceci sera arbitré. L'objectif est là aussi de pouvoir travailler sur demain, dans ce 21e siècle déjà bien entamé, comment voulons-nous accompagner la mobilité des Français et leur présence dans le monde. C'est ça l'idée. Donc je vous tiendrai au courant aussitôt que possible. Et vous avez entendu que dans les 3 points qu'a cité M. Macron, il y a la fiscalité. Donc vous en avez déduit comme moi que ça sera une bonne occasion de revenir à nouveau sur cette CSG-CRDS. Voilà, donc oui Bernard, en effet, ça fait des années que le problème est posé. Et alors, j'ai eu des quantités de messages sur le sujet et depuis le mois de juillet. Et là, cette semaine, en préparation de ce Facebook Live. Donc l'administration fiscale, je vous confirme Bernard, est extrêmement dure, mais nous sommes extrêmement tenaces. Donc voilà, alors pour la petite histoire aussi, donc je suis rapporteur pour avis sur des budgets qui vous concernent directement, qui nous concernent, qui sont le budget en gros de nos ambassades partout dans le monde, de nos consulats partout dans le monde, des bourses scolaires de nos enfants scolarisés dans nos établissements et également des services de visa. Et donc, ça nous concerne moins, mais ça concerne éventuellement nos conjoints, nos amis qui voudraient venir en France. Donc, sur ce budget-là, voilà, j'ai posé des questions très précises. Je gratte beaucoup et apparemment je gratte là où ça a l'air de faire mal, donc on va voir, je vous tiendrai au courant. Je m'amuse beaucoup, je découvre beaucoup de choses et j'ai encore l'optimisme de croire qu'on peut les faire bouger. Je vous tiendrai au courant, le rapport pour avis sera rendu le 25 octobre prochain et en concertation avec d'autres. Je travaille de façon très étroite avec le député MoDem Frédéric Petit, qui lui travaille sur la partie établissement scolaire à l'étranger. Et pour l'anecdote, nos administrateurs, qui sont donc les personnes salariées de l'Assemblée, très techniques, très pointues, qui nous aident à rédiger, à préparer, à travailler ces rapports, nous ont exprimé leur étonnement et leur satisfaction de voir à la fois le fait que nous travaillons en coordination et le fait que nous étions très autonomes sur nos avis, qu'on n'avait pas besoin d'eux pour rédiger ou pour faire certains éléments et qu'on avait vraiment ce désir d'envie et cette envie de creuser les choses, ça les étonnait beaucoup et ça leur faisait très plaisir. Donc on est ravis, nous avons de très bons administrateurs pour travailler avec nous, on fait un super boulot. Voilà, je vous en donnerai les conclusions quand tout ça sera public après le 25 octobre et ça sera en hémicycle aussi entre le 25 octobre et le 21 novembre. Alors ça c'était déjà pour la CSG. Alors, on m'a interpellé, je prends les questions dans l'ordre, sur également le fait que j'avais mis un message pour disant que je ne voulais pas intervenir sur des situations personnelles. Alors, je vais être plus précise. Je vais vous donner un exemple. J'ai été interpellée par différentes personnes pour intervenir et faire pression pour qu'une personne, un étranger, puisse obtenir un visa. Là, vraiment, ce sont des cas trop particuliers. Nous sommes en période de risque migratoire. Je ne peux pas intervenir sur une demande de visa, ça c'est absolument pas possible, hors de question. En revanche, quand il y a un sujet qui va concerner plusieurs personnes, on me rapporte un sujet, quelqu'un l'exprime pour lui-même en disant « Voyez, là, madame la députée, j'ai un problème, j'ai tel ou tel problème », et que je m'aperçois que j'ai une personne, et puis une deuxième, puis une troisième, qui m'interpelle finalement sur le même sujet. À chaque fois, elle m'interpelle pour elle-même, mais il y a un même sujet derrière. Là, bien évidemment, je m'empare du sujet, et là, je commence à creuser, à regarder, à voir pourquoi il y a un problème qui se pose, comment on peut l'améliorer. Voilà, donc attention, quand je dis que je ne réponds pas à des problèmes personnels, il y a des choses que je ne peux pas faire, comme appuyer une demande de visa, mais il y en a d'autres pour lesquelles j'interviens. C'est très variable. Ensuite, j'ai des personnes qui vont appeler à l'aide pour des sujets parce que simplement elles étaient perdues, elles ne savaient pas vers quelle structure aller. Ben, je les laisse pas sans réponse, bien évidemment. Je leur réponds, je leur dis où aller, je leur donne les indications. Voilà, donc il n'y a pas de... Je ne laisse pas les gens sans réponse. Je reste courtoise et très contente de pouvoir apporter de l'aide. On m'a interpellée sur les pensions alimentaires. Alors là, c'est un sujet, et je remercie la personne qui a attiré mon attention sur ce sujet-là, et le fait qu'elle ne peut pas être déduite des impôts payés en France.
Donc je vais creuser le sujet qui ne m'avait pas été rapporté jusqu'à présent et je vais m'y intéresser. Alors ça va être un peu court pour le budget 2018, mais quoique, on ne sait jamais. Je vais rapidement creuser le sujet, voir les résultats que je peux obtenir et je vous tiendrai au courant, mais effectivement, s'il y a un sujet là, je le travaillerai. Le troisième point qu'on m'a indiqué, c'était un problème de retraite et de visa de mariage pour les Philippines. Alors ça m'a déjà été rapporté. Alors, je reviens au problème de visa tout à l'heure. En fait, les Philippines est un pays à risque migratoire élevé. Nous avons en France, je l'ai appris en essayant de m'intéresser au sujet et de comprendre ce qu'il se passait, nous avons énormément de Philippins en situation irrégulière sur les territoires français. Apparemment, l'une des toutes premières communautés en nombre sur le territoire français. Alors, c'est effectivement pour cette raison-là qu'il y a une très grande méfiance quant à distribuer des visas. Et la difficulté qui m'a été rapportée, que je comprends très bien, c'est que comment peut-on explorer et est-ce le rôle d'un employé du consulat que de s'enquérir, de savoir si les liens d'amour sont vrais ou pas, si l'amour est sincère. C'est vraiment compliqué et voilà. Donc je suis sûre que les consulats essaient d'avoir du discernement, on n'essaie en aucun cas d'être méchant, mais c'est un vrai souci. Donc je l'ai sur ma table, ce dossier des visas de conjoints, mais je ne l'ai pas seulement pour les cas de mariage, hein, j'ai des cas de conjoints parfois mariés, hein, et le conjoint a du mal à obtenir le visa, et même parfois dans des cas de famille avec enfants, donc c'est un vrai souci, donc c'est un souci dont je parlerai à chaque fois avec les consuls quand je vais les rencontrer, dont je parlerai avec le ministère également à Paris. Il faut essayer d'y réfléchir, trouver des pistes plus humaines. Voilà, il y a un moment où la dématérialisation c'est très très bien, pour 90% des dossiers c'est formidable, ça fait avancer les choses vite, mais on est dans de l'humain et il va falloir trouver un moyen de réinjecter de l'humain dans tout ça. J'ai pas d'idée encore, mais en échangeant avec d'autres on va trouver des idées. Alors Alexandre m'a apporté un complément d'information qui s'est effacé sur, j'essaie de voir, sur les pensions alimentaires. Donc je vais essayer de retrouver si Alexandre peut me redonner sa remarque pour que je puisse en tenir compte et l'écrire concernant les pensions alimentaires. Alors, on m'a interpellé également sur la distance en Australie, il n'y a pas qu'en Australie, jusqu'au consulat qui complique les démarches administratives. Donc, effectivement, c'est un vrai souci. L'organisation des consulats, je suis en plein dedans avec le budget. Je suis en train d'étudier très précisément combien nous avons de postes diplomatiques, combien nous avons de consulats, combien nous y avons d'employés, combien ça nous coûte rapporté au nombre de Français présents, combien nous coûtent les tournées consulaires, comment sont-elles organisées, avec quel matériel. Je vais dans un assez grand niveau de détail pour essayer de bien comprendre. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de rationalité, beaucoup de choses logiques, mais l'Australie est immense, comme l'est la Chine ou comme le sont les États-Unis à l'autre bout, ou comme l'est le Brésil, gros comme l'est la Russie également, puisqu'en Russie, grande distance, et on a aussi des Français à l'autre bout de la Russie, du côté de Vladivostok. Donc, faudrait-il qu'ils aillent au consulat à Pékin plutôt qu'au consulat à Moscou? Une question, je lance en boutade, mais on pourrait se poser la question. Voilà, donc c'est un vrai souci et la dématérialisation pourra y aider. Voilà, je sens bien une volonté de l'administration de vous venir en aide. C'est clair, j'ai vu Monsieur Varnery. Monsieur Varnery, c'est le monsieur qui, au ministère, dirige tout le département consacré aux affaires des Français à l'étranger. Donc il s'occupe de la gestion des consulats, il s'occupe de la gestion des bourses scolaires, il s'occupe de nos établissements à l'étranger. Donc Monsieur Varnery s'occupe de tout ça.
Et j'ai bien senti chez Monsieur Varnery une volonté de vous simplifier la vie, de vous rendre les choses faciles. On est sur des obstacles pas simples que sont les distances auxquelles la dématérialisation peut apporter une forme de réponse. Elle n'est pas totale, mais une forme de réponse. Donc, alors Antoine, j'ai vu passer votre message. Non, je ne vous crois pas banni. Donc, bonjour et bienvenue dans ce live. Voilà, donc une volonté. Maintenant, j'ai bien noté aussi que l'administration est un peu lente. Voilà, je vais leur poser des questions. Il y avait un programme de modernisation de cette administration qui a été lancé il y a quelques années. Et on essaye de... Alors, on me pose une question sur un document. Alors, il faudrait juste, Bernard, que vous me complétiez en me disant quel type de document il s'agit. Voilà, donc les tournées consulaires plus fréquentes, bah oui, Cédric, c'est en train de voir. Moi, je suis en train de calculer le coût pour chacun et voir comment répartir ce coût intelligemment. Mais voilà, sachez aussi que les demandes de visa pour les étrangers sont une vraie complication. L'exemple du Paraguay, par exemple, où on n'a plus de consulat, et les étudiants paraguayens qui ont pu obtenir un projet d'études en France, mais ils sont obligés d'aller à Buenos Aires, prendre l'avion pour aller chercher leur visa, 2 fois, parce qu'il faut y aller 2 fois. Et du coup, certains renoncent à ce projet, parce que si on est étudiant, c'est peut-être pas qu'on a un gros budget non plus. On peut pas prendre l'avion 2 fois pour aller chercher un visa qui après peut nous permettre de partir en France. Donc voilà, donc ce sont des choix pas évidents qui concernent les étrangers qui souhaiteraient venir chez nous, qui concernent nous, Français, qui vivons à l'étranger. Il faut trouver des bons équilibres. Moi, je voudrais chercher une solution pour que y ait plus de budget pour l'aide à la scolarité des enfants en situation de handicap. Et pour ça, j'ai pas d'autre solution que d'aller chercher dans le budget à quel endroit il y a un peu de gabegie et gratter un petit peu le gras là qu'on peut avoir en surface et puis le récupérer pour le mettre sur une autre ligne budgétaire. Voilà, donc j'essaye de trouver des équilibres aussi. En tout cas, je les propose. C'est pas moi qui vais décider. Je ne suis pas décideur, mais je suis force de proposition. Voilà, pour essayer de répondre à plein de situations différentes. Donc là, je parlais des enfants en situation de handicap. Tout à l'heure, on parlait des tournées consulaires. Voilà, donc il y a plein d'enjeux. On essaie de faire au maximum. Juste pour info, nos amis britanniques n'offrent quasiment aucun service à leurs concitoyens. Et les concitoyens font tout en ligne. C'est peut-être pas un modèle qui nous conviendrait du tout, mais il y a peut-être des éléments de technique, d'organisation qui sont peut-être source d'inspiration sur certains points. Voilà, donc Monsieur Varnery a pour projet de faire en sorte que chaque citoyen français n'ait plus besoin du tout de devoir se déplacer dans un consulat pendant 10 ans. Pourquoi pas, mais nous lui avons fait remarquer que ça c'est bien quand tout va bien, qu'on ne se marie pas, qu'on n'a pas d'enfants, qu'on ne meurt pas. Voilà, là, ça marche. Mais la vie, c'est pas ça. Hein, c'est pas une vie où on ne se marie pas, on n'a pas d'enfants, on ne meurt pas. Il se passe plein de choses dans nos vies. Donc, il y a forcément des moments où on aura besoin d'aller au consulat. Donc, M. Varnery a eu l'air étonné. Mais voilà, donc voilà. Vous voyez ce genre de discussion qu'on peut avoir par nos expériences de terrain. Et c'est là que j'ai besoin de vous tous et de vos remarques utiles. Alors, permettrait de mieux répondre à vos attentes. Alors, Florence me pose une question sur la mutualisation des postes consulaires avec les autres pays de l'Union européenne, soit un jour possible. Ah, un beau rêve. Alors, on a déjà des colocalisations, c'est-à-dire des emprises dans lesquelles on a la France avec un ou plusieurs autres pays européens. On a des situations où on va mutualiser les moyens. Par exemple, la revue de presse sera commune à l'Union européenne et l'emprise française. C'est possible. Sur le plan strictement consulaire, ça devrait théoriquement être possible, en tout cas pour les pays de l'espace Schengen. C'est pas en pratique si facilement réalisé que cela, parce qu'on voit bien que par exemple dans nos emprises, les murs du consulat sont partagés avec les murs de l'ambassade. Et là, sur le plan diplomatique, on n'en est pas du tout, mais très loin encore, à partager nos emprises diplomatiques. On voit bien que là, chaque pays européen a son approche diplomatique et n'est pas prêt encore du tout à la mutualiser avec un autre pays. Alors du coup, pour nos consulats, ça pose un problème. Alors,
il y a quand même des coups de main qu'on se donne entre nous. À l'ambassade, par exemple, à Singapour, au consulat de France à Singapour, nous sommes aussi en charge des affaires consulaires d'autres pays européens, je crois des pays comme la Slovaquie, voilà, à vérifier, mais nous sommes relais consulaires pour d'autres pays européens. Ça peut arriver. En tout cas, avoir une vraie, idéalement, un vrai consulat européen, ça serait en tout cas une grande logique. Mais ça pose des questions pratiques, très très concrètes. C'est actuellement, on a un logiciel qui fait la fiche de paye de tous les employés d'une emprise, c'est-à-dire consulat et post-diplomatique. Si on part avec l'Europe, eh ben voilà, il va falloir séparer tout ça, prévoir un autre logiciel qui soit européen, comment on redispatche sur les différents budgets de chacun des pays. C'est des questions qui nous, si nous devons diriger l'entreprise, nous paraissent solubles, et apparemment du côté de l'administration, c'est plus compliqué, surtout quand l'administration devient transnationale. Alors on pose une question sur l'assistance, l'incitation au retour des expatriés à l'intérieur du territoire français. Alors, on en parle un petit peu plus depuis quelque temps. Monsieur Macron a fait des grandes déclarations en ce sens. Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore des outils mis en place pour vraiment accompagner. Le site Retour en France qui a été mis en place il y a quelques années a besoin d'être étoffé et enrichi. La mission, le contenu de la mission parlementaire demandée par l'Élysée que j'ai proposée contient la prise en compte du retour en France et les éléments d'accompagnement, une réflexion sur les éléments à prévoir pour accompagner ça. Alors, il y a quand même des choses qui existent. Il y a le statut d'impatrié qui existe. C'est donc un Français qui était non résident dans un pays qui peut signer un contrat de travail alors juste avant qu'il rentre en France. Donc, en gros, il signe un contrat de travail avec une entreprise en France, mais son contrat est signé avant qu'il ait matériellement déplacer sa famille et son lieu de vie. Là, il y a tout un tas d'avantages qui sont prévus et qui sont extrêmement intéressants. Je vous invite à rechercher le statut d'impatrié. Fiscalement, c'est extrêmement intéressant. Mais ça nécessite d'avoir signé son contrat avant et ça ne rentre pas dans le cas d'une entreprise qui vous rappellerait en France. Ça ne fonctionne pas. Donc là, il y a un statut intéressant. Il y a un statut intéressant aussi pour les startups. Il faut savoir que les startups qui démarrent en France, quand ces startups réinvestissent 25% au moins de leur chiffre d'affaires en R&D, elles ont des exonérations fiscales extrêmement importantes pendant au moins 3 années. Donc, vous voyez qu'il y a des tas de petites choses comme ça qui sont mises en place. Il y a encore ces 2 exemples que je vous cite, il en faudrait beaucoup, beaucoup d'autres pour vraiment inciter les gens à revenir. Sur le plan fiscal, les choses vont bouger. On en verra les effets pas avant l'année 2020 à mon avis. Le temps que ça se mette en place, puisque là on parle d'un budget 2018, donc qui sera pour les revenus et tout ce que nous aurons fait en 2018, donc qui sera déclaré en 2019 et payé fin 2019. Donc les effets vraiment, véritablement, on les verra qu'à partir de 2020. Voilà, donc tout ça permet de revenir sur le fait que tout ça est lent à se mettre en place, on est sur du temps long, tout ne va pas à toute vitesse, mais voilà, on est là à travailler pour que ça puisse bouger. Donc en tout cas, le retour en France, c'est un vrai sujet. Comment l'accompagner? Comment l'inciter? Maintenant, moi, je suis très prudente parce que notre présence dans le monde, elle est quand même super utile. Nos expériences aux uns et aux autres sont très utiles. Donc, qu'on en fasse revenir quelques-uns qui ont envie de revenir pour tout un tas de raisons personnelles, oui, mais il ne faut pas non plus avoir envie de revenir, de faire revenir tout le monde, quoi. On a besoin de nos réseaux partout. Alors ensuite, j'ai rencontré la communauté cette semaine arménienne de France, dans le cadre de la fête nationale d'Arménie. J'avais rencontré des gens, des Indonésiens quand j'étais allée en Indonésie début septembre. Je me suis rendu compte à quel point pour ces 2 pays-là, leur diaspora, leur communauté à l'étranger est extrêmement organisée. Et on voit bien que c'est peut-être ce qui nous manque à nous, Français, d'avoir une diaspora très organisée qui serait également une aide pour le retour en France, car tout ne peut pas venir de l'État. On peut essayer d'en demander un minimum à l'État, mais il y a un moment où il faut se prendre en main et on se rend compte qu'on a parfois des informations beaucoup plus vite et beaucoup plus utiles et beaucoup plus pertinentes entre nous qu'en passant par un fonctionnaire de l'État. Donc, mais on a pour ça besoin d'une organisation. Et quand je parlais en tout début d'intervention
d'un comité qui soit retour de l'étranger. Je pense que c'est important de mettre ça en place et que notre diaspora s'organise beaucoup mieux et puisse être un vrai support, soit quand on s'installe dans un pays, soit quand on rentre en France et qu'on revient s'y installer. Je pense que ça pourrait être très très utile. Alors, quelle question j'avais encore? Alors, on m'a posé une question sur... voilà, je vous la lis, la question. Comment lutter contre la concurrence de la Chine sur les entreprises françaises établies dans la circonscription? Alors, ça c'est un vrai sujet et j'avais été interpellée sur ce sujet par des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des responsables d'entreprise français en Chine. Là, ça doit venir au niveau européen. Je pense que vous avez peut-être noté, sinon je vous le rappelle, il y a l'Allemagne qui a signé une sorte de traité de partenariat avec la Chine, ou d'accord, on va dire, fin août, je crois que c'est fin août, qui va limiter la présence chinoise dans certaines entreprises allemandes, les prises de position chinoises dans des entreprises allemandes, pour que les échanges soient équitables entre l'Allemagne et la Chine. Il faut savoir que la France avait, je crois, signé déjà un accord de ce type-là, qui est très mal mis en œuvre, très mal respecté. Donc là, il y a quelque chose à faire. Et moi, les chefs d'entreprise français m'avaient dit, ça ne peut être qu'au niveau européen. Là, très honnêtement, moi, je considère que pour la Chine, des sujets d'une telle difficulté sont à prendre en main par la présidence de la République directement, lors du déplacement qui aura lieu début janvier, mi-janvier, en Chine, de M. Macron. Ça doit être pris en compte par le ministère des Affaires étrangères directement, par M. Le Drian directement, mais moi, juste à mon niveau de député, je peux relayer les informations, je peux insister, je peux porter en permanence ce message, mais c'est compliqué. À mon seul niveau, je faut être humble et modeste, c'est pas moi toute seule qui vais faire bouger les relations franco-chinoises. Je suis une petite voix parmi d'autres qui ont sans doute beaucoup plus de poids. Louis me pose une question sur le SMIC des retraites. Alors, en métropole, le SMIC des retraites, il existe, oui, il s'appelle le minimum vieillesse, qui va être porté à 900 € prochainement. À l'étranger, je ne crois pas qu'il s'applique, mais c'est une vraie question à poser, à voir. Alors, ensuite, on me pose une question, Claire-Marie, sur un manque de profs en France et dans l'AEFE, on ne peut pas se reconvertir dans l'enseignement depuis l'étranger. Le stage devant être, alors je vais voir si je peux afficher. Je ne vois pas le commentaire, je ne vois pas la fin du commentaire, j'espère réussir à le lire. Alors, par rapport à ça, Claire-Marie, je peux déjà vous exposer le projet que j'ai sur ce problème de manque de professeurs. On en manque en France, en métropole, on en manque effectivement au sein de l'AEFE. Il y a un problème de formation. Alors, moi, ce que j'ai exposé comme projet à M. Bouchard, je l'ai exposé de façon publique. Je vais essayer de prendre connaissance de la totalité du message de Claire-Marie. C'est qu'actuellement, il faut qu'on arrête d'être dépendant de ce problème. Alors, ce que je propose et ce que je défends partout, c'est qu'on arrive à créer un rectorat, une académie des Français de l'étranger. Et là, j'en ai parlé à M. Bouchard. Je l'ai dit publiquement, je l'ai dit devant Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État. Pourquoi? L'idée, c'est d'avoir un rectorat de plus, et au sein duquel il puisse y avoir une mobilité des enseignants qui pourraient être dans l'académie de Nice et puis demander leur mutation dans l'académie de l'étranger. Et ça signifie aussi, pour répondre complètement à votre question, qu'il faudrait qu'on envisage des unités de formation des enseignants qui soient présentes dans cette académie. Alors, il faut aller voir dans les continents dans lesquels il y a le plus de demandes en nombre d'enseignants et voir pourquoi pas après délocaliser les unités de formation et en avoir petit à petit qui maillent le territoire, ce grand territoire, ce 4e territoire. C'est mon collègue Frédéric Petit qui parle de 4 territoires en France, les urbains, les ruraux, l'outre-mer et l'étranger. Et nous sommes, nous, le 4e territoire. Donc sur ce 4e territoire, prévoir un rectorat, une académie,
des unités de formation, et puis les outils modernes doivent pouvoir également proposer des formations aux enseignants qui soient aussi en délocalisé, en dématérialisé. Il n'y a pas de raison. Toutes les formations ne peuvent pas être dématérialisées, mais certaines d'entre elles doivent pouvoir l'être. Donc j'ai bien vu que mon message était bien reçu, et ça en permettrait en tout cas de nous libérer de la pénurie d'enseignants en France qui nous pénalise tous les ans à la rentrée, qui fait que là cette année il y a eu une centaine de détachements qui n'avaient pas été donnés. Alors pour ce sujet précisément, moi je reviens toujours avec mon idée, partout où je passe, dès que je rencontre un responsable AEFE, quelqu'un du ministère, je répète mon idée à chaque fois, ma proposition à chaque fois. Plus précisément, c'est la députée Samantha Cazbonne, qui est députée pour Espagne, Portugal, Andorre et Monaco, qui est une ancienne proviseure du lycée français de Palma de Majorque et de lycée MLF au Maroc, qui a pris le dossier à bras-le-corps et qui défend un modèle d'éducation française solide, pérenne et beaucoup moins dépendant des effets de ce qui peut se passer en métropole. Donc voilà, Samantha, alors je peux vous dire que Samantha, elle est tenace, elle sait exactement de quoi elle parle, et on a bien senti au sein de l'administration qu'elle commence à, je dirais pas à faire peur, mais elle a été repérée et ils ont compris, ils ont eu des petites remarques au sein de l'administration en disant « Oh, Madame Cazbonne, elle n'est pas commode, hein, elle connaît son sujet. » Et oui, Madame Cazbonne, elle connaît l'éducation nationale, elle connaît l'AEFE, elle connaît l'AMLF, elle connaît le ministère. Donc là, on a une alliée formidable qui va très très bien défendre l'éducation française à l'étranger et le statut des enseignants. Les locaux, la formation des enseignants locaux, la reconversion comme Claire-Marie en parlait. Donc voilà, donc ça c'est un projet, je vous l'ai dit à un moment, l'administration, c'est pas une Ferrari en termes de vitesse d'exécution, mais on les lâchera pas. On a 5 ans pour y arriver et on les lâchera pas, on espère que ça sera avant 5 ans. Ça c'était pour l'éducation. On m'a également interpellé sur l'ISF. Alors l'ISF, moi je vais vous donner mon point de vue et que j'ai partagé au sein de mon groupe politique. Juste pour dire, alors d'abord qu'il n'a pas du tout été question de taxer les signes extérieurs de richesse, ça c'est non. Et bien rappeler l'esprit que je défends, le cadre idéologique que nous représentons, qui est que nous cherchons d'abord à récompenser le travail, à donner à chacun de la dignité par son travail et pas par de l'assistanat. Ensuite, encourager la prise de risque. La prise de risque, c'est celle qui permet in fine de créer des emplois, et il faut beaucoup de prise de risque pour que quelques-unes permettent de créer des emplois. Il faut aussi pouvoir accompagner ceux qui vont se planter, parce que se planter, ça apprend beaucoup, on apprend de ses erreurs, c'est dommage, c'est frustrant, mais ça apporte beaucoup à celui qui s'est planté et à tous les autres autour. Donc il faut aussi partager ces expériences-là, les accompagner pour rebondir soit possible et plus facilement possible. Donc voilà, donc nous défendons un projet dans lequel nous encourageons la prise de risque, nous récompensons le travail, nous donnons de la dignité par le travail, nous formons énormément et nous protégeons ceux qui sont les plus vulnérables. Mais alors en revanche, ça n'est pas du tout notre état d'esprit que d'aller sanctionner ceux qui possèdent. Posséder n'est pas un mal, pas du tout. C'est absolument pas un mal, c'est le fruit d'un travail en général. Pour d'autres peut-être pas, mais c'est quand même le fruit d'un travail qu'il ne faut pas oublier. Donc ça c'est un élément très important. Donc nous ne sommes pas là pour sanctionner ceux qui possèdent, certainement pas. C'est pas du tout l'état d'esprit que nous avons, ni l'état d'esprit du budget. On est vraiment là pour récompenser le travail. Donc l'ISF est modifié. Ceux qui avaient un patrimoine immobilier seront imposés dans le cadre de cet ISF exactement comme avant, avec les mêmes taux, avec les mêmes décotes pour les résidences principales. Rien ne change. Donc rien ne change sur l'immobilier. Et l'ISF restera donc un ISF réduit, mais qui ne stigmatise pas ceux qui possèdent. Il ne faut pas oublier que nous avons un certain nombre de Français qui avaient des fortunes relativement importantes, qui sont partis à l'étranger ces 5 à 10 dernières années, il y en a beaucoup, et que nous avons besoin d'eux pour nous aider à contribuer à la richesse nationale. Donc il faut pouvoir les faire revenir, et on a besoin d'eux. Et c'est certainement pas en leur proposant des impôts supplémentaires sur ce qu'ils possèdent qu'on va les faire revenir.
Alors, on me pose une question sur les améliorations que je vois dans le fonctionnement du groupe à l'Assemblée. Alors, nous sommes un groupe donc, de 308 parlementaires et au-delà 577 dans tout l'hémicycle. On a besoin d'apprendre à se connaître et ça vient tout doucement. C'est les groupes d'amitié dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, m'ont permis de rencontrer Céline Calvez, que j'avais croisée à plusieurs reprises. Là, je l'ai vraiment rencontrée en entretien face-face et on se connaît beaucoup mieux, on comprend mieux. J'ai rencontré... Voilà, ce sont des tas de petites rencontres et pour rencontrer chacun une heure, 300 fois, 300 personnes chacun une heure et puis au-delà, ceux qui sont dans les autres groupes politiques également, ça prend beaucoup de temps. Donc petit à petit, on va y arriver. Et oui, on est beaucoup plus organisé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus solide dans nos propositions, dans notre présence. Voilà. Mais je crois que c'est vrai partout et dans tous les groupes, c'est la même chose. Le groupe Les Républicains était un groupe avec beaucoup de nouveaux. Ils avaient aussi pas mal d'anciens qui ont pu aider les nouveaux. Mais voilà, c'était... là, j'ai vu un jeune intervenant l'autre jour qui a fait une présentation remarquable en commission des affaires étrangères, un jeune député Les Républicains. Et voilà, je pense qu'il a été également épaulé par son groupe. Voilà, donc on prend tous nos marques. Ce député, on l'entendait moins au début, évidemment. Il prenait ses marques et voilà, ça y est, il a trouvé ses repères. Donc je crois que au sein de chaque groupe politique, on apprend tous à trouver nos marques et à se connaître et à échanger. Alors pour aller même plus loin, au sein de la commission des affaires étrangères, on travaille de façon très rapprochée, dirigée par Marielle de Sarney. Moi j'ai donc fait une présentation de mes orientations pour mes 2 rapports pour avis. Et bien à l'issue de cette présentation, j'ai posé une question que je vais vous soumettre d'ailleurs là. Et j'ai eu les félicitations de députés LR qui sont venus me voir en me disant super boulot. Voilà, donc voilà, pour vous dire qu'on est vraiment cohérent et qu'il y a des sujets sur lesquels il n'y a plus d'étiquette politique. Le sujet dont je voulais vous parler, que j'ai abordé en commission des affaires étrangères, c'est un sujet très précis sur lequel je vais interpeller le ministère ces jours-ci, qui est le suivant. Lorsqu'un étranger demande un visa Schengen pour venir notamment en France, s'il passe par le consulat de France, on va lui demander parmi les éléments ses empreintes biométriques. Une fois qu'il arrive avec son visa dans son passeport et qu'il arrive par exemple à Roissy, on ne vérifie pas que la personne qui présente ce visa est bien celle qui a laissé les empreintes biométriques que contient ce visa. Alors que nous, Français, qui avons un passeport biométrique, si nous choisissons de passer par Paraf va vérifier que la personne qui se présente est bien celle qui a les mêmes empreintes que dans notre passeport. Il y a là quand même une forme d'incohérence en période de risque migratoire à se dire que nos empreintes biométriques sont vérifiées à chaque fois que nous entrons sur le territoire si nous passons par Paraf. Et les étrangers qui ont demandé un visa Schengen, on ne leur demande rien. Alors que si vous entrez sur des territoires de la zone Asie que je connais, il y a des pays pour lesquels nous n'avons pas, nous Français, besoin de visa pour entrer. Néanmoins, au poste d'immigration, nos empreintes biométriques vont être relevées. Et relevées à la sortie pour vérifier que la personne qui sort est bien celle qui est rentrée. Donc, ça coûte cher peut-être de contrôler les empreintes biométriques, mais il y a quand même une forme d'incohérence en période de risque migratoire. Donc j'ai soulevé cette question en commission des affaires étrangères. J'espère que cette question va être relayée et elle me paraît extrêmement importante. Alors, comment compenser les pertes fiscales liées à la suppression de l'ISF? Alors là, je vous invite à rejoindre, ça va être longuement développé ces jours-ci dans le projet de loi de finances 2018. C'est tout un ensemble d'économies, il y a tout un ensemble, il y a d'une part des économies qui vont être faites et d'autre part la croissance qui est nettement, dont les projections d'ailleurs même pour 2017 ont été relevées là récemment par l'INSEE. Voilà, sachant que les projections de croissance du gouvernement pour 2018 sont extrêmement prudentes et que on peut espérer qu'elles seront finalement in fine meilleures. Et chaque point de croissance supplémentaire, eh bien, c'est des recettes fiscales supplémentaires. En tout cas, la perte de l'ISF, si c'est la question sous-jacente, ça n'est pas un impôt supplémentaire quelque part. Ça, c'est clair. Donc là, je réponds, je mets un non catégorique tout de suite sur cette idée qu'on pourrait avoir. Alors, on m'avait posé des questions sur le conflit coréen. Alors, je voudrais tout de suite corriger quelque chose qui a été effectivement mal compris. Et pardonnez-moi, c'est
une rédaction tout à fait imprécise dans un compte-rendu de voyage que j'ai fait. J'ai rencontré une délégation parlementaire de l'OTAN quand j'étais en Corée, mais en fait, ce n'est pas cette délégation qui m'a présenté la situation, pas du tout. C'est lors de cette rencontre, des responsables de différentes ambassades présentes en Corée, militaires et civiles, qui nous ont fait une présentation de la situation. Et à cette occasion, nous avons échangé nos points de vue. C'est tout. Ça n'est en aucun cas l'OTAN qui nous a expliqué ce qui se passait. Donc, pour bien dresser le tableau. Donc, ce qui m'a été exprimé lorsque j'étais en Corée du Sud, c'est que les Coréens du Sud ont effectivement beaucoup plus de crainte des attitudes et des choix de M. Trump que de M. Kim Jong-un. L'enjeu est très important, c'est que là, dans les prochains jours, M. Trump va prendre une décision quant à l'avenir de l'accord nucléaire iranien. J'étais cette semaine à l'ambassade d'Iran, dans une discussion avec l'ambassadeur d'Iran en France. Le sujet est très grave, parce que si M. Trump devait dénoncer l'accord iranien, comment alors espérer pouvoir faire revenir M. Kim Jong-un à la table des négociations, sachant que M. Kim Jong-un rêverait d'un accord nucléaire à l'iranienne. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait essayer de lui proposer, mais il n'y croira pas une seconde s'il voit qu'après, cet accord est piétiné par les Américains. Donc la situation est extrêmement tendue. Il faut espérer que M. Trump ne va pas s'aborder cet accord. Mes informations sont que pour le moment, dans l'entourage proche de M. Trump, il y a un souhait de préserver l'accord. Maintenant, M. Trump est le décideur final. À suivre dans les tout prochains jours. Alors, Eric me pose une question me signale qu'un député a proposé la vision d'une Europe des régions en éco-velléité d'autodétermination de certains groupes de citoyens de l'Union européenne. Je pense en particulier aux citoyens de Catalogne. Notre gouvernement a-t-il l'intention de porter un tel débat au cahier des charges des instances de l'Union européenne? Alors, pour répondre à ça, je peux donner une réponse politique d'abord. Vous avez vu que M. Macron, dans ses dernières déclarations, le gouvernement français soutienne le gouvernement de M. Rajoy, même s'il souligne que les violences étaient tout à fait abusives. Ensuite, sur un plan politique également, le mouvement La République En Marche lance une grande marche au sein de l'Union européenne. Je ne doute pas que ce sujet d'Europe des régions sera lancé. Alors, c'est un vrai sujet, puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'un 4e territoire avec les Français de l'étranger. Et pour les élections européennes, qui sont en 2019, nous sommes rattachés à une liste parisienne. C'était ce qui était fait aux dernières élections européennes. L'enjeu est important. Nous voulons, nous, essayer de défendre notre 4e territoire pour peut-être avoir une liste correspondant à notre 4e territoire. C'est un sujet pour lequel on voit qu'il y a des avis divergents. Certains avis au sein de l'État sont de ne pas faire participer du tout les Français de l'étranger au vote des élections européennes. Nous, c'est pas ce qu'on défend. Donc, je vous tiendrai au courant là-dessus, mais ce 4e territoire pourrait être une région européenne, voilà, donc qu'on pourrait mutualiser avec les autres pays européens. Donc, il y a une réflexion à mener dans ce sens de l'Europe des territoires. Bon, nous, on ne demande pas notre autonomie, mais voilà, on demande à exister et à être reconnu. Rémi qui me pose également une question au sujet des visas. J'ai entendu dire qu'il est parfois plus simple de le demander à un autre pays européen type Belgique, puis de circuler en Europe. Absolument, Rémi, c'est vrai, je confirme. Mais c'est vrai aussi parfois dans l'autre sens. Vous avez des pays à qui on dit va plutôt du côté du consulat français, ça dépend des pays, ça sera plus facile. Ça va vraiment dépendre du pays où on se trouve. Il peut y avoir des pays dans lesquels aller demander le visa. Par exemple, j'imagine qu'à Istanbul, il vaut mieux, si on veut avoir un visa Schengen, il vaut mieux aller au consulat de France qu'au consulat d'Allemagne. Il y aura beaucoup moins de demandes. Je le dis en toute hypothèse, je n'ai aucune information là-dessus, mais voilà. Donc oui, effectivement, c'est vrai. Et ça doit faire avancer la réflexion sur comment obtenir ces visas Schengen, comment avoir peut-être un système unique, centralisé, et plus efficace.
Alors, quelles sont vos relations avec votre collègue La République En Marche qui a agressé Boris Faure avec tant de violence? Alors, je n'ai plus de relation avec MJ Delguerab. Il a quitté La République En Marche. J'ai appris par certains qu'il travaillait toujours à son bureau. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Moi, je n'ai aucune relation avec lui. Il ne fait plus partie de notre groupe. Il ne fait plus partie même de notre groupe des Français de l'étranger. Là, ça pose un vrai sujet puisqu'on essaye de travailler en cohésion entre nous. Notre camarade Modem est associé à nos travaux. MJ Delguerab n'est pas associé à nos travaux. Et Meyer Habib est parfois associé, parfois pas associé. Ça dépend des sujets et parfois aussi de sa disponibilité à lui. Voilà, donc en tout cas, pas de relation avec lui. Maintenant, est-ce qu'il ne devrait plus siéger à l'Assemblée nationale? Je ne vais pas porter de jugement là-dessus. Il n'y a pas il est mis en examen pour le moment, à ma connaissance. Voilà, donc il faut voir un petit peu le contenu de ce qui s'est passé. Moi, je laisse les personnes mandatées pour enquêter sur le problème faire leur travail. J'ai pas à prendre position là-dessus et je suis toujours très méfiante dans toutes les situations de la vie. Je ne veux absolument pas défendre MJ Delguerab et considérer ce qu'il a fait et le cautionner. Ça, certainement pas. La violence est inadmissible dans toutes circonstances de la vie, que ce soit à titre personnel comme ça, au niveau d'un pays, au niveau des forces de police en Espagne. La violence est jamais acceptable. Ça n'est jamais une solution à rien. On n'a jamais rien fait avancer par la violence. Donc c'est absolument inadmissible. Mais pour autant, il ne faut pas non plus lyncher. Voilà, donc il faut trouver un bon équilibre en exprimant le fait que c'est pas acceptable, mais on ne peut pas non plus lyncher la personne. Ça, c'est pas non plus acceptable. C'est une forme de violence aussi, qui n'est pas acceptable. Alors, ensuite, on m'a posé une question sur l'augmentation des frais de scolarité au sein de l'AEFE, pas seulement l'AEFE d'ailleurs. Alors, moi, je ne travaille pas sur le sujet directement de l'enseignement de l'AEFE et j'attends les conclusions de mon collègue Frédéric Petit pour savoir un petit peu comment ça va s'orienter. En tout cas, le budget de l'État, ce que l'État donne aux établissements scolaires pour l'année 2018 et l'année 2019 est strictement identique à ce qui avait été donné en 2017 avant le coup de rabot de juillet. Donc, rien ne changera dans les moyens que l'État mettra à la disposition de nos établissements en 2018 et 2019. Nous l'avons vu, nous avons eu les lignes budgétaires. Ce n'est pas une promesse que je vous fais là, c'est une réalité qui est écrite sur le budget que nous avons reçu. Ça, c'est certain. Maintenant, les besoins vont augmenter parce que nous avons de plus en plus d'élèves dans le réseau. Donc, ces besoins ne sont pas forcément couverts. Donc, il va falloir trouver des solutions là aussi pour accompagner nos établissements dans leur développement. Mais tous les projets qui avaient été lancés seront maintenus. Ensuite, j'ai mis le doigt sur un sujet tout à fait particulier, puisque moi je travaille sur les bourses scolaires. Les bourses, c'est l'État français qui finance tout ou partie de la scolarité d'un enfant dans une famille dont les revenus ne lui permettent pas de financer la scolarité qui lui est proposée localement. En pratique, ça veut donc dire que l'État finance une dépense qu'il ne contrôle pas. Pourquoi? Parce que l'État n'a aucun droit de regard sur les frais de scolarité. Je ne parle pas des établissements en gestion directe, je parle des établissements qui sont conventionnés ou partenaires. Vous avez à chaque fois un comité de parents qui gère l'établissement, qui fixe les frais de scolarité et cette décision, l'État n'y a aucun droit de regard. Donc nous avons une réflexion à mener. Dans quelle mesure et jusqu'à quel point l'État doit-il financer une dépense qu'il ne contrôle pas? Sachez qu'aux États-Unis, où les frais de scolarité sont absolument énormes, dans les établissements conventionnés aux partenaires, là, l'État a fini par dire « Attendez, oh là, on ne peut pas aller aussi loin que ça. » Donc, lorsque une facture de frais de scolarité arrive avec un dossier de bourse, cette facture est plafonnée. Et le montant de quotité, la quantité de bourse qui sera proposée, tiendra compte de ce plafond. Ça veut dire qu'il y aura toujours un reste à charge des parents. On ne sait pas faire autrement parce que là, l'AEFE
ne peut pas suivre, le ministère des Affaires étrangères ne peut pas suivre sur des frais de scolarité tellement élevés. Donc c'est un vrai sujet auquel il faut pouvoir réfléchir, et il faudrait éviter que cette décision qui a été prise aux États-Unis soit transférée dans d'autres établissements scolaires. Mais là, voilà, je vous lance la remarque, attention, avec les bourses scolaires, l'État finance une dépense qu'il ne contrôle pas. Alors, l'obtention, faire avancer l'idée, Nicolas pose la question de faire avancer l'obtention de visa donc, je comprends, dans les pays tiers, pour les couples de même sexe, dans les pays qui ne reconnaissent pas le mariage pour tous. Alors ça, c'est effectivement un sujet complexe, Nicolas, qui va se jouer, je crois, de pays à pays à plutôt haut niveau. En tout cas, c'est un sujet qu'on lâche pas non plus et qu'on remet sur la table régulièrement. Voilà, je pense que nous, notre rôle de député, c'est vraiment de mettre la lumière sur tous ces sujets et de constamment les rappeler, les répéter, ne jamais les lâcher pour qu'ils tournent toujours dans la tête des personnes qui, elles, auraient le pouvoir de vraiment porter le message et faire avancer les choses. Et là, ça sera vraiment au niveau du chef de l'État, des ministres qui seraient en visite. Donc, des ministres des Affaires étrangères ou Premier ministre. En tout cas, voilà, nous, notre rôle, on le prend à bras-le-corps. Nicolas, vous pouvez compter sur nous. On ne lâchera pas et on sera toujours des boîtes à répétition constantes pour que ça ne sorte pas de l'esprit de ceux qui ont un impact sur le sujet. Quelle autre question on m'avait posée? Alors, on m'a posé une question très importante sur la notion de testament. La question était la suivante. Un couple français vivant en Nouvelle-Zélande veut faire son testament et s'assurer. J'ai vu passer une autre question en revanche. Je me permets de m'adresser un petit message off à Adrien. J'ai vu passer une question sur mon point de vue. Et puis hop, moi tout s'affiche pas sur l'écran. Point de vue sur une loi, je crois. Donc si Adrien, tu peux me retrouver cette question et me la mettre sur notre WhatsApp à côté, que je puisse y répondre. Je ne voudrais pas avoir manqué une question. Donc je reviens à ma question sur le testament. Donc le couple français vivant en Nouvelle-Zélande qui veut faire son testament et s'assurer que son enfant rentrera en France et sera pris en charge par les personnes désignées en cas de décès. Quelle administration ou notaire est compétent? C'est une question très importante. Très importante. Je vais donner l'explication. Merci Adrien. Je vais donner une orientation. Alors, je vais donner l'exemple de Singapour que je connais bien. À Singapour, si les deux parents venaient à décéder, ils partent tous les deux en vacances quelque part et l'avion disparaît, l'enfant est tout seul à Singapour, si rien n'a été prévu, l'enfant est confié à l'équivalent des services sociaux singapouriens jusqu'à ce qu'une personne vienne le récupérer. Mais attention, jusqu'à ce qu'une personne vienne le récupérer avec un jugement d'un tribunal français prouvant que cette personne est autorisée à récupérer l'enfant. Vous voyez le délai que ça va mettre. Donc c'est un sujet très important. Donc pour ça, il est très important de se renseigner localement dans le pays où l'on se trouve auprès d'un avocat spécialisé en droit local de la famille pour savoir déjà quel est le droit local et qu'est-ce qui est prévu pour l'enfant. Car clairement, l'enfant seul dans ce pays est donc sous le coup de la loi du pays et pas de la loi française. Nous ne sommes pas, nous Français, comme les Américains qui avons une extraterritorialité de nos lois. Pas du tout. Nos lois s'appliquent chez nous, elles ne s'appliquent pas chez les autres. Par parenthèse, on ne serait pas trop content. D'ailleurs, nous ne le sommes pas quand les Américains veulent nous imposer, chez nous, en France, des lois. Donc, il faut vraiment se renseigner sur le droit local et ensuite prendre des mesures, écrire un testament qui décrive la procédure à suivre pour pouvoir protéger l'enfant et faire qu'il revienne le plus vite possible auprès des personnes qui, elles, seront désignées responsables en France. Du côté français, il est important aussi de prendre contact avec un notaire pour décrire les volontés que vous souhaitez avoir, les choix que vous souhaitez faire pour cet enfant. Alors, vous pouvez également faire un testament tout seul sans notaire en France et vous l'écrire dans un coin, mais pour qu'il ait de la valeur, il faut que quelqu'un sache que vous avez écrit un testament, qu'il existe. C'est pour ça qu'il est toujours plus raisonnable de passer par un notaire qui aura enregistré votre testament et le faire ressortir si c'était nécessaire un jour. Et puis informer vos proches si vous avez le souhait de désigner une personne que vous souhaitez voir être le tuteur de vos enfants. Il faut que cette personne soit informée et possède une copie des documents qui montrent qu'elle a été désignée.
Voilà, donc tout ça c'est important. En tout cas, ça commence toujours par le droit local. Et ensuite, en parallèle, le droit français. Par parenthèse, pensez également à protéger également vos biens matériels, au-delà de vos enfants, car si vous protégez vos enfants, il faut aussi que vos enfants aient de quoi vivre et avoir une scolarité et des études, et ça passe par la protection de vos biens. Donc vérifiez aussi dans le droit local comment le devenir de vos biens et dans le droit français. Voilà, donc là je vous invite à vous rapprocher s'il n'y a pas de notaire, d'un avocat spécialisé en droit de la famille dans votre pays de résidence, et ensuite un avocat ou un notaire, plutôt un notaire en France. Voilà, un sujet très très important. Alors la question qui m'était posée tout à l'heure, quelle est votre position sur le projet 1, sur le projet de loi antiterroriste qui limite nos libertés et ne s'intéresse pas aux vraies causes du terrorisme, et 2, le débat actuel sur le glyphosate et le lobbying inadmissible de la FNSEA. Merci. Alors, le premier, sur le projet de loi antiterroriste. Alors, je voudrais juste apporter la précision suivante. Il y a eu un vocabulaire malheureux qui a parlé de transposition de l'état d'urgence dans le droit commun. Or, c'est absolument pas ça. Moi, j'ai travaillé, j'étais en hémicycle, j'ai lu les articles de loi un par un, j'ai lu les amendements qui étaient proposés, ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont été acceptés. Donc, je peux vous préciser qu'il s'agit uniquement d'une adaptation du droit commun à des situations de menaces terroristes. C'est tout. Et donc, il n'y a pas de transposition, il y a un cadre qui est donné à chaque fois. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce complément, cette loi de sécurité intérieure. Donc, maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je vous avoue, très personnellement, que actuellement, quand on me fait rentrer dans un magasin et qu'on a un détecteur de métaux qui me fouille partout, je ne suis pas forcément contre. Hein, je n'ai pas envie de sauter avec une bombe qui passe. Donc, je donne cet exemple-là. Mais oui, renforcer le contrôle. Quand il y a déjà de nombreuses années, on a mis un contrôle très important avant de pouvoir monter dans un avion. Moi, j'en étais contente. Quand je fais une queue très longue, parfois d'1 heure, au contrôle de sécurité pour monter dans un avion, j'en suis contente et je ne suis jamais à râler contre ça. Tout ce qui peut renforcer notre sécurité sera bien, sachant qu'on ne pourra jamais être dans un système sécurisé à 100%. Donc, j'accepte, moi, mais c'est mon opinion personnelle que je vous donne, j'accepte de peut-être rogner un tout petit peu de ma liberté individuelle parfois, si tant est que je le considère comme ça, pour m'assurer un peu plus de sécurité. Maintenant, on a des vrais sujets. Dans certains lieux de vie en France, oui, il y a des armes qui circulent, il y a des messages qui circulent. Là, actuellement, je me pose un vrai sujet, c'est les téléphones portables. J'ai rien à me reprocher, mais j'ai pas envie non plus qu'on aille fouiller dans mon téléphone portable pour savoir tout ce que j'y échange et tout ce que j'y dis. Mais quand même, je me dis, zut, si mes communications ou explorer des communications permettait de dépister un réseau qui est en train de préparer un sale coup, je suis bien embêtée quand même. J'ai bien envie qu'on aille dépister ce réseau. C'est pas simple, c'est pas simple. En tout cas, ces 10 articles de loi, dans cette loi de sécurité intérieure, je les ai tous lus un par un et je considère qu'ils ne sont absolument pas liberticides et qu'ils donnent vraiment les moyens à nos forces de police, à nos forces de surveillance, de vraiment se rapprocher au plus près de la menace terroriste. Et on le voit, je ne sais pas ce qui a été mis en œuvre et on ne doit pas le savoir, il faut laisser les spécialistes le faire. Là, dans Paris, des bonbonnes de gaz avec un dispositif de mise à feu ont été trouvées au pied d'un immeuble. Je suis contente de savoir que ça a été trouvé avant qu'elle ne saute. Il y a aussi sous un camion, quelques jours, que ça a été trouvé, un cimentier, un camion de fabrication de ciment, je crois. Je suis contente de savoir que ça a été trouvé avant. Quels sont les outils qui ont permis de le faire? Tant mieux si certains des outils de cette... Ça ne peut pas être cette loi d'ailleurs, puisque cette loi n'a pas encore ses décrets d'application. Elle n'est pas encore entrée en vigueur, la loi antiterroriste. Mais en tout cas, c'est qu'on a déjà des outils qui nous permettent de dépister cela, qui apparemment sont efficaces. Il faut les encourager. Et si les spécialistes considèrent qu'il faut aller plus loin, tant mieux. Et qu'on peut aller plus loin, tant mieux. Voilà, donc cette loi, pour moi, je peux vous dire que j'ai tout lu les articles un par un et j'ai écouté tous les débats, tous les amendements qui ont été proposés par nos collègues de la gauche et de la droite et de l'extrême droite. Et vous avez peut-être vu mon intervention où l'extrême droite proposait que cette loi s'appelle « Loi de sécurité intérieure et de lutte antiterrorisme islamique ».
Et là, je suis intervenue en disant non, il n'y a pas besoin de le qualifier. Le terrorisme, on s'en fiche qu'il soit islamique ou autre chose, ça reste du terrorisme et ça reste inqualifiable et inadmissible et à contrôler et à anticiper le plus possible. On n'a pas besoin de le qualifier. Donc vraiment, j'ai tout écouté, je ne considère pas du tout qu'elle soit liberticide. Le débat actuel sur le glyphosate, alors je vais vous dire tout de suite, je vais être très claire parce que c'est ma façon de faire, je suis franche, je n'ai pas travaillé sur le dossier du glyphosate. Donc je ne vais pas prendre position, je ne vais pas vous répondre. En revanche, je sais que je vais m'en saisir bientôt. Pourquoi? Parce que je suis membre de l'OPEX, qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et que dans cet office, nous travaillons sur des sujets d'actualité, et j'ai été nommée dans cet office référente pour les questions d'intégrité scientifique. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur, et je veux être sûre que les données qui circulent sont des données scientifiquement de qualité, et qui peuvent être retenues comme un travail valable. Donc, je n'ai pas encore travaillé sur ce sujet précis du glyphosate, mais dans le cadre de l'OPEX, je vais être amenée à le faire. Je vais être amenée à éplucher les études scientifiques et comprendre à quel niveau se situe la dangerosité du glyphosate. Donc, comptez sur moi, ça sera fait. Là, tout de suite, je ne peux pas vous répondre, mais je le ferai. Et je vous tiendrai au courant. Et je ne laisserai pas dire des erreurs et des post-vérités, des fausses vérités, des vérités déviées. Voilà, nous irons à l'essentiel. J'avais une question sur... Alors, Nicolas Geoffroy me pose une question. Adrien, si tu peux me passer la question de Nicolas qui commence par « Viendras-tu » et après c'est coupé sur mon écran, je ne vois pas la suite. Je pense que Nicolas Geoffroy me pose une question sur le séjour en Inde de M. Macron le 8 et 9 décembre prochain. Alors, je vais faire cette hypothèse que c'est ça. Juste pour dire, Nicolas, que je n'ai pas l'information. Je me suis entretenue hier encore avec la responsable parlementaire de l'Élysée. Nous n'avons pas encore l'information. Tout dépend de la taille de la délégation, de combien de personnes sont là. Voilà. Donc, alors, par rapport à la visite de M. Macron, je ne peux pas répondre. Donc, Nicolas, c'était la communauté indienne de Pondichéry. Alors, Nicolas, oui, je viendrai. Alors, j'ai déjà en projet, mais ça n'est qu'un projet qui nécessite d'être peaufiné. Il y a un événement très important auquel je souhaite donner de l'importance, qui est le centenaire de la fin de la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale. Il est bien évident que Pondichéry, et la communauté française de Pondichéry, qui comprend énormément d'anciens combattants, aurait tout son sens. Donc je pense que novembre 2018, je serai très certainement à Pondichéry. On va affiner tout ça, mais j'ai envie de m'engager sur ce projet-là. Donc j'espère que ça pourra fonctionner, mais d'une façon générale, je verrai à la dimension de la circonscription comment envisager la commémoration de ce centenaire qui est très important. L'aspect mémoriel est très important et peut nous apprendre beaucoup et apprendre beaucoup aussi au niveau de nos jeunes. Donc, je viendrai. Titia Auré, je réponds à votre question. Non, c'est parce que je connaissais Nicolas Geoffroy par ailleurs. Je sais que c'est un correspondant que j'ai en Inde. C'est pour ça que je me suis permis d'utiliser le tutoiement. Pardonnez-moi, ça n'est pas dans mes manières de lancer le tutoiement ainsi. Donc, c'est parce que je connaissais, j'ai reconnu son nom qui s'est affiché entièrement sur l'écran. Voilà, donc Pondichéry, et pour compléter ce propos, j'ai rencontré le conseiller consulaire de Pondichéry, monsieur Prediman Siva, jeudi soir. Nous avons longuement parlé, c'était la première fois que je le rencontrais. Voilà, donc cela m'a permis d'avoir encore un autre regard, une autre approche sur cette communauté française de Pondichéry tout à fait particulière. Ça me permet d'élargir la question à mes différents déplacements. Donc mes déplacements en circonscription ne sont pas du tout arrêtés, puisque là je dois attendre la fin du vote du budget 2018 pour pouvoir être libérée de mes obligations liées à ces rapports que je dois remettre, puis défendre en commission, puis défendre en hémicycle. Et quand cette période sera passée, je vais enfin pouvoir reprendre les voyages et les déplacements en circonscription. Mes 2 voyages en Corée et en Indonésie étaient tout à fait passionnants. Et j'espère pouvoir en développer d'autres sur le même modèle, où je passe plusieurs jours, où j'approfondis, où j'ai le temps de rencontrer tous les acteurs et où je rentre ensuite à Paris avec un message clair que je peux porter auprès des différents acteurs que je serai amenée à rencontrer pour vous aider, vous, localement, dans votre présence dans le pays où vous êtes.
Donc, en privilégiant, encore une fois, pour le moment, les pays où je ne suis pas encore allée, bien évidemment. Il y en a 49, donc avant de faire une revisite, il faut que j'ai fait déjà des premières visites, par un peu plus, dans plus de pays. Voilà, donc ça sera fait. Quoi d'autre encore? Je pense que là, on est arrivé, ça fait déjà presque 50 minutes. Oui, Titia Roré, oui, le problème de la CSG a été discuté déjà en tout début. Donc, je vous encourage à revisionner la vidéo quand ceci sera terminé pour que qu'on puisse en parler. Vous puissiez avoir les informations, pardon. Donc, ça fait déjà 1h05, 1h10 que je suis avec vous. Je vais devoir vous quitter. Je referai une permanence virtuelle dans un mois à peu près. D'ici là, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous allez sur mon mail Assemblée nationale, donc anne.geneté@assemblée-nationale.fr et je m'efforce le plus possible de répondre à vos emails en 48 heures. Je fais mon maximum que ce soit en 48 heures. Si tel n'était pas le cas, c'est si au bout de 48 heures vous n'avez pas de réponse, je vous encourage à me renvoyer le mail. Il y a eu un problème, il a été parti en indésirable, je ne sais pas quoi. Peu importe, vous me renvoyez un message sous 48 heures. N'attendez pas une semaine, 15 jours, c'est 48 heures où vous me renvoyez le message, tout de suite. Voilà, donc merci à tous de votre présence. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent dans les 4 semaines qui viennent, vous m'envoyez un message et j'essaierai d'y répondre. Et puis on préparera une autre permanence virtuelle pour dans un mois. D'ici là, si vous avez aussi des questions plus personnelles, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, je vous dirai si je peux y répondre ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout me les envoyer. Vous me les envoyez, puis je verrai si... Je vous dirai, moi je suis franche. Vous l'avez vu, je suis franche. Je vous dirai si je peux répondre, si je peux faire quelque chose pour vous ou pas. Donc vous me soumettez vos questions, et puis après je vous dirai ce que je peux faire pour vous ou pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne fin de journée où vous soyez dans le monde. Ravi d'avoir pu échanger avec vous et puis ravi de pouvoir vous retrouver à nouveau dans quelques semaines. À très bientôt. Au revoir.